Alors, il se peut, moi, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu assister à toutes les séances. Moi, je m'excuse, j'ai pas pu visionner toutes les dernières séances qui ont été mises en ligne. Donc, il se peut que ce que je dis soit peut-être a été dit, soit peut-être arrive trop tard et aurait dû être le début du séminaire. Je sais pas, j'hésite. Alors, en plus, pourquoi ne pas tout dire? C'est évidemment un titre qu'on donne en tout début d'année, avant d'avoir commencé à travailler. Donc, je ne vais pas exactement parler de cette question. Vous avez dans ce qui a été envoyé par John, donc il y a un article qui fait précisément référence à cette question, là aussi un article de communication qui était lié au programme que Thomas a bien voulu rappeler, qui s'appelait Tout dire ou le gouvernement de la langue. Et donc ça, c'est au fond une analyse de cette proposition, Tout dire, euh, depuis qu'elle a existé, depuis qu'elle est constatée dans la langue, depuis qu'elle a été constatée dans la langue française jusqu'à aujourd'hui. Mais elle existe aussi en anglais. Et au fond, c'était à la fois la question des interdits, mais aussi la question des limites de la littérature. Chaque fois, c'est défini comme des limites de la littérature et puis une fonction. Donc, je ne parle pas du tout de ça aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que vous avez eu en document, outre cet article, euh, un fichier qui était un peu lourd, si j'ai bien compris, qui était les aspects. En fait, voilà, non seulement mon ordinateur a claqué, mais en plus, évidemment, je n'ai pas pu découper le fichier. Donc, c'était pas pour vous infliger toute la relecture de Chomsky, mais c'est parce que les pages qui m'intéressent sont là-dedans. Euh, et puis, il y a aussi deux autres fichiers, mais c'est ceci beaucoup plus court. La décision de 1933, la décision de justice de 1933 à New York qui concerne l'autorisation de Ulysses de Joyce, et puis deux pages d'un texte qui est contemporain puisqu'il date de 1936, qui est Mort à crédit. Donc si vous avez regardé le texte de Mort à crédit, vous avez vu qu'il y a des blancs partout. Voilà, je vais parler de ça. Donc en fait, pourquoi je dis que j'arrive peut-être trop tard? Parce qu'il va être beaucoup plus question d'acceptabilité que de récit. Euh, donc dans un livre qui porte sur la controverse Popper-Carnac, qui concerne l'acceptabilité des théories scientifiques, c'est-à-dire la question de la logique inductive et des probabilités, vous pouvez trouver en ligne. Hein. The Popper-Carnac Controversy, l'auteur est Alex Michalos, M-I-C-H-A-L-O-S. Donc, le philosophe qu'il est soutient que l'acceptabilité est un concept amorphe, à la fois hautement subjectif et circonstanciel. Euh, C'est-à-dire qu'une chose peut être acceptable pour un évaluateur et puis inacceptable pour un autre. De même, elle peut être inacceptable dans un but, mais acceptable dans un but. De plus, l'acceptabilité n'est pas nécessairement un exercice logique ou cohérent. C'est-à-dire qu'une chose peut être suffisante ou acceptable par rapport à un objectif particulier, mais du point de vue subjectif du décideur, être inacceptable. Et donc, Michalos conclut que, il conclut, c'est page 3, c'est au début, c'est dans le deuxième chapitre du livre qui s'appelle Acceptability and Logical Improbability. Donc il écrit, je traduis, que le concept d'acceptabilité est aussi ambigu et gênant que la probabilité, la confirmation, la croyance, la justice, etc. Bon, il n'en reste pas moins que l'acceptabilité est un concept essentiel dans de nombreux domaines, notamment l'économie, la médecine. Il vaut mieux que vous acceptiez certaines choses plutôt que vous fassiez un rejet. La linguistique et la philosophie. Bon, je ne parlerai pas de philosophie, ça pourrait être le quatrième point, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'acceptabilité des arguments. Alors, dans le séminaire, on a considéré l'acceptabilité comme une notion qui allait de soi, m'a-t-il semblé, euh, au cours de l'année, et moi aussi. Et donc, en fait, je me suis demandé d'où venait ce terme, d'où ça sortait.
Donc je vois que nous sommes tous implicitement d'accord là-dessus, mais que on parle guère en fait d'acceptabilité des récits. Si vous tapez Google acceptabilité des récits, vous allez trouver une occurrence qui est celle de notre séminaire. Vous ne trouverez aucune autre occurrence. Et si vous essayez de varier le terme en anglais, vous ne trouvez pas d'acceptability of narrative at all. Voilà. Bon. Donc je me suis livré. Bon, c'est le privilège de celui qui arrive le dernier, il est plus fainéant que les autres, que les autres ont fait le travail, etc. Donc, je me suis livré, en fait, à une revue de la littérature scientifique sur la notion. Et donc, je vais m'intéresser à trois domaines où la notion, du moins dans le sens qui nous intéresse, a émergé. Donc, il y a moi, j'ai repéré trois domaines, à part celui de la philosophie dont je ne parlerai pas, c'est un domaine très technique. La linguistique de Chomsky, c'est le premier, c'est-à-dire c'est la grammaire générative. Le second, c'est Mary Douglas et la théorie culturelle de Mary Douglas. Et puis la troisième sont les questions de traductologie. Donc autour des questions d'humour, d'euphémisme, des questions interculturelles hein, qui sont les plus anciennes. Et donc je terminerai par l'analyse brève, c'est un peu en tête à queue, mais enfin bon, de deux cas classiques, je ne sais pas si on peut parler d'acceptabilité des récits dans le modernisme, c'est-à-dire Ulysses et Mort et Créti, parce que ce sont des choses qui sont parues quelques années après. Donc Chomsky. Donc le concept d'acceptabilité a été introduit en linguistique en 65 par Chomsky dans les aspects de la théorie syntaxique pour désigner la particularité d'un énoncé qui rend cet énoncé agréable, c'est bon, acceptable, au sens linguistique de l'utilisateur de la langue, c'est-à-dire le rend compréhensible et significatif pour lui. Donc, quelques rappels de la manière dont Chomsky, un rappel un peu long de la manière dont Chomsky arrive à cette notion d'acceptabilité. Chomsky présente la grammaire générative comme un dispositif qui rend compte de toutes les phrases d'une langue. C'est-à-dire toutes les phrases doivent recevoir une description structurale. Donc la raison pour laquelle la grammaire doit rendre compte de toutes les phrases est que la capacité de reconnaître les phrases fait partie des connaissances linguistiques des locuteurs. Alors, Chomsky a toujours oscillé entre une conception binaire, je dirais, de la grammatique, de la grammaticalité, en termes d'opposition entre phrases grammaticales et phrases non grammaticales ou agrammaticales, et puis d'autre part, une conception beaucoup plus continuiste en termes de degré de grammaticalité. Donc, dans les structures syntaxiques, l'original anglais date de 57, la grammaticalité se définit en termes de distinction entre phrases grammaticales et phrases agrammaticales. Donc, il y a un locuteur natif, la notion de locuteur natif est essentielle, dont la tâche principale est, vous voyez, bon, elle est essentielle. Donc, comment dire, je pense qu'au cours même si je parle pas du sujet central, enfin, ce sur quoi porte de manière centrale la question de l'acceptabilité dans le séminaire cette année, c'est-à-dire sur les récits, il y a évidemment plein d'endroits qui, j'espère, seront directement en écho ou utiles par rapport au sujet. Donc la question du locuteur natif, quand je dis qu'elle est essentielle, vous voyez bien ce que ça veut dire aussi par rapport à la question de la traduction qui sera bien. Donc il y a un locuteur natif dont la tâche principale est de valider les phrases générées par la grammaire. Donc pour désigner cette capacité du locuteur, Chomsky très tôt utilise le terme d'acceptable. Et il est clair que le terme d'acceptable est encore synonyme aussi de grammatical et que la distinction grammaticalité-acceptabilité n'est pas encore opératoire. Donc, dès les tout premiers textes, au fond, il y a deux conceptions chez lui de la grammaire. Il y a une conception, je dirais, formaliste, structuraliste formaliste, proche des sciences formelles et des mathématiques. C'est-à-dire la grammaire rend compte d'une langue en analysant la structure sous-jacente des phrases, en utilisant les outils logico-mathématiques. Donc, expliquer des faits grammaticaux, c'est attribuer une description structurelle aux phrases de la langue. Puis, il y a une autre conception de la grammaire, c'est-à-dire une interprétation cognitive. C'est-à-dire que la grammaire devient une représentation d'une partie des processus mentaux
qui sont à l'origine du comportement linguistique. Et c'est évidemment cette dernière conception qui va s'imposer à partir de 65 avec les aspects de la théorie syntaxique. Donc le livre marque un tournant cognitif chez Chomsky avec la mise au point des notions de compétence et de performance qui sont associées aux notions de grammaticalité et d'acceptabilité. Donc avec l'acceptabilité, le concept de grammaticalité constitue un élément clé de la grammaire générative et a eu un rayonnement bien au-delà des limites strictes de la théorie de Chomsky et même de la linguistique. Donc cette notion de grammaticalité qui est centrale est élaborée en même temps qu'un certain nombre de notions comme donc l'intuition du locuteur natif. Donc la question c'est est-ce que cette intuition est fiable? Comment elle se distingue du recours au sens? Elle est élaborée en même temps que les notions de compétence et de performance, et en particulier celle d'acceptabilité, qui est au départ un peu confondue avec la notion de performance. Bon, en matière de grammaire générative, qu'est-ce que c'est que la grammaticalité? Bon, c'est la conformité d'une phrase aux règles définies par la grammaire spécifique d'une langue. C'est-à-dire une phrase est grammaticale si elle est générée par la grammaire et agrammaticale si elle ne l'est pas. Alors, le terme de compétence apparaît assez tôt, en 1960, lié au fond à la question de l'acquisition du langage par l'enfant. Et le terme est encore ici, à ce moment-là, utilisé au sens de maîtrise de la langue et non pas au sens mentaliste. Donc la compétence est décrite comme la capacité de l'enfant à construire une grammaire, savoir un mécanisme complexe de génération de phrases dont les propriétés sont celles d'une théorie déductive. Donc dès lors que le modèle cognitif, c'est-à-dire mentaliste, s'impose et va l'emporter, il va s'agir d'expliciter les fondements cognitifs de la capacité de ce fameux locuteur natif à comprendre et à produire un nombre infini de nouvelles phrases et de nouveaux énoncés. Dans la question, effectivement, quand Chomsky s'intéresse au langage de l'enfant, c'est qu'est-ce qui fait que, à partir d'une grammaire, à terme, un enfant peut produire des énoncés infinis, toujours nouveaux, etc. Alors, je précise que Chomsky parle de sentences pour la réception, et puis il utilise, en fait, pour la production, il parle de utterances, c'est-à-dire plutôt d'énoncés dans le site, tandis que pour la réception, il parle de phrases. Ça veut dire que, au fond, ce modèle cognitif, il a toujours deux composants. Il a un modèle perceptif, c'est-à-dire celui du récepteur, qui est la performance, et puis un modèle d'apprentissage, c'est-à-dire celui de l'émetteur, la compétence. Et donc le modèle d'apprentissage, le dernier modèle, celui de l'émetteur de la compétence, est doté d'une faculté de langage et de procédures heuristiques innées. C'est toute l'opposition de Chomsky. Donc vous avez une compétence qui, comme connaissance de la langue par le locuteur, est donc distinguée de la notion de performance, c'est-à-dire au fond qui définit l'ensemble des comportements des utilisateurs de cette langue. Et Chomsky soutient qu'au fond les linguistes doivent étudier uniquement la compétence, c'est-à-dire la connaissance grammaticale tacite que tout locuteur natif possède de sa langue ou de ses langues. Le problème, c'est que la compétence, telle qu'il la voit, ne peut être, comment dire, étudiée qu'à travers ses résultats. Parce que on ne peut pas savoir, sauf si vous mettez des électrodes, vous ne pouvez pas savoir quelle est la grammaire interne. La compétence ne peut être étudiée qu'à travers ses résultats, c'est-à-dire à travers la performance. Et la performance, ça peut être n'importe quelle expression. C'est-à-dire, ça peut être des données orales, des données écrites, signées, ou des données expérimentales non naturelles. Et donc, c'est là qu'apparaît la notion d'acceptabilité. Donc, si vous avez ce fichier un peu lourd, ces dents aspects sont dans les fameuses 5-6 pages qui commencent page 20, qui vont jusqu'à la page 25. Donc, dans les pages vers une théorie ah oui, pardon. Donc,
vers une théorie de la performance. John, parce que le fichier était trop lourd, avait dit John. Je peux faire passer, je suis vraiment désolé. Alors, ceci dit, si vous avez en fait, les aspects de la théorie syntaxique, c'est pas passé, c'est ça, les autres. Ok, alors je pense que vous pouvez il est en ligne, oui, alors c'est page 20-25, je ne sais pas si vous l'avez pas reçu, soit vous pouvez le charger parce que c'est en ligne, soit Anaïs peut-être, voilà, c'est un peu lourd, je suis désolé. Bon, euh, ah, ok. J'avais téléchargé pour enlever la petite chute. Donc, vu la taille du question. Mais sinon, vous pouvez. La trame de la petite chute enlevée. Ok. Bon, je suis navré. Alors, il est passé. Bon, alors je cite, en espérant que je cite. Là-bas. Il faudrait peut-être que les deux ou trois personnes qui ne l'ont pas reçu puissent l'avoir, parce que c'est possible. Bon, en tous les cas, voilà ce que dit Chomsky. Donc, c'est dans ces 5 pages là qui s'appellent Vers une théorie de la performance, c'est page 20-25 dans la traduction de 1971 au Seuil, et c'est dans les pages 10-15 de l'original anglais de 1965. Ce qui est en ligne, c'est la traduction française de Jean-Claude Milner. Voilà. OK, donc voilà ce que dit Chomsky. Pour les besoins de la discussion, convenons d'employer le terme acceptable pour désigner des énoncés qui sont parfaitement naturels, immédiatement compréhensibles, sans analyse écrite, c'est-à-dire sans analyse de linguiste, hein, et ne sont d'aucune façon bizarres ou exotiques. Manifestement, l'acceptabilité serait une question de degré. Je ne sais pas si on a fait mieux depuis, si on est plus précis depuis. Manifestement, l'acceptabilité serait une question de degré variant suivant diverses dimensions. C'est formidable. On pourra aller jusqu'à alors ça c'est plus intéressant, on pourra aller jusqu'à proposer des tests opératoires pour spécifier la notion avec plus de précision. Par exemple, rapidité, correction et uniformité de la mémorisation et de la reconnaissance, normalité de l'intonation. Donc l'acceptabilité, c'est le fait qu'une phrase qui est autorisée par les règles, c'est-à-dire qui est grammaticale, c'est le fait que cette phrase autorisée par la grammaire est considérée comme admissible par des locuteurs et par l'auditeur. Alors que la grammaticalité, c'est le fait qu'une chaîne du langage est conforme à un ensemble de règles données. Donc encore une fois, acceptabilité va avec performance, c'est-à-dire l'utilisation réelle par ce locuteur de sa langue dans des situations concrètes. Donc, une phrase est acceptable, alors je redis la même chose en anglais, si elle est perfectly natural, immediately comprehensible, without paper and pencil analysis, and in no way bizarre or outlandish. Bon, c'est page 10. Alors, selon la description qu'il en donne, je cite, plus une phrase est acceptable, plus il est probable qu'elle sera prononcée, énoncée. Plus elle est compréhensible, moins elle est maladroite. Maladroite, c'est clumsy. Et plus elle est naturelle. Alors, toujours dans ces mêmes pages, certaines propriétés structurelles des dérivations, au fond, favorisent l'inacceptabilité. Bon, on voit assez bien dans le... Enfin, ça a été souligné, c'est pas moi qui ai souligné, mais ça a été surligné là dans le... Voilà. Donc vous avez, qu'est-ce qui va concourir à l'inacceptabilité d'une phrase? Toujours en termes de degré. L'enchâssement, les enchâssements répétés. Les constructions à branches multiples. L'enchâssement d'un élément long et complexe, ce dont Chomsky rend compte en faisant l'hypothèse que ces propriétés rendent le traitement cognitif plus difficile, hein, surtout en ce qui concerne les contraintes de mémoire. Alors cette caractérisation soulève évidemment un certain nombre de problèmes. Par exemple, la nature floue de ces propriétés qui
qui font que des phrases sont moins acceptables que d'autres. Bon, par exemple, la notion de clumsiness. Donc, Chomsky reconnaît ce flou et il reconnaît aussi volontiers que les concepts impliqués dans la description de l'acceptabilité sont tout aussi vagues que la notion elle-même. Et en même temps, il prend soin de faire la différence, ça c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus, il prend soin de faire la différence entre acceptabilité et norme de style. Euh, je reviendrai sur cette question des normes de style tout à l'heure parce qu'évidemment, les chercheurs sont engouffrés dans cette affaire. Euh, donc, au fond, il y a des échelles d'acceptabilité, etc. Il dit que c'est plutôt acceptable, not extremely low on the scale of acceptability, mais que c'est hardly a model of felicity style. Donc, ces descriptions sont floues. Pourquoi? Parce que, évidemment, on ne peut pas avoir de critères internes à la phrase, hein, dès lors qu'on est dans la question de l'acceptabilité. Enfin, l'accept, c'est encore plus compliqué en français qu'en anglais. Peuvent également jouer des considérations extrinsèques, c'est comme la nature du message, hein, je répète, oral, écrit, le support, journal, affiche, etc., qui modifient la performance linguistique, ou cette performance donc, où sont en jeu à la fois le locuteur et l'auditeur. Et donc, par ailleurs, la prise en compte de la performance, c'est-à-dire de l'acceptabilité, elle engage deux domaines spécifiques et différents de l'analyse linguistique, c'est-à-dire la psycholinguistique et puis la sociolinguistique. Je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, en ce sens, si vous voulez, le parallèle entre performance et parole, qui vient de Saussure, hein, évidemment, ne peut être mené très loin. Car si la parole permet de décrire la langue dans la linguistique saussurienne, en fait, la grammaire générative, elle essaie d'élaborer deux modèles distincts hein, pour la compétence et la performance. Alors, quelqu'un d'autre que Chomsky a suggéré, parce que évidemment ça a donné lieu à une énorme littérature, qu'il existait trois types de phrases au sens d'énoncé. Il y avait des phrases qui étaient non grammaticales et pas interprétables. Il y avait des phrases qui étaient non grammaticales et interprétables. Et puis, comme chacun connaît son Aristote par cœur, il y avait des phrases grammaticales mais ininterprétables. Donc, encore une fois, les phrases les plus acceptables sont celles qui ont le plus de chances d'être produites. Elles sont plus aisément comprises, elles sont moins maladroites, c'est-à-dire en un sens plus naturel. Les phrases qui sont inacceptables sont des phrases qu'on tend à éviter et qui sont remplacées dans le discours effectif par des variantes plus ou moins acceptables chaque fois que c'est possible. Alors, en même temps, si des phrases grammaticales non acceptables ne peuvent pas être employées, c'est bien souvent pour des raisons qui ne relèvent pas en fait de la grammaire, hein, mais plutôt de l'imitation mémorielle, de facteurs intonationnels et stylistiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas caractériser en termes grammaticaux des phrases inacceptables. Parce qu'on ne peut pas formuler les règles particulières de la grammaire qui permettraient de les exclure. Ça veut dire que bon, une phrase acceptable doit être grammaticale, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire n'importe quelle phrase grammaticale n'est pas nécessairement acceptable. Pour qu'une phrase soit jugée acceptable, elle doit également paraître naturelle et ça c'est ce que dit Chomsky, appropriée dans un contexte donné, ce qui veut dire éventuellement être dans une certaine mesure conventionnalisé. Bon, en règle générale, comment est-ce qu'on décide que quelque chose est acceptable ou pas? Un locuteur va se voir présenter deux phrases contrastées, et puis la tâche va constituer à les évaluer. Alors, je reviendrai sur cette histoire d'évaluation, ou plutôt de jugement d'acceptabilité, qui est une notion centrale.
Donc, par exemple, un anglophone natif va se trouver face à deux phrases. Norbert likes cookies ou Norbert cookies likes. Donc, voilà, on a la même chose en français. Norbert aime les cookies et Norbert les cookies aime. Bon. Donc, n'importe qui peut dire quelle phrase est acceptable et laquelle est inacceptable. Dans cet exemple, si vous voulez, le linguiste va conclure que la structure sous-jacente à la première phrase correcte, Norbert likes cookies, est grammaticale en anglais, hein, alors que l'autre, la structure sous-jacente, est agrammaticale. Une phrase peut être grammaticale, inversement, sans être acceptable. Une des raisons pour lesquelles une phrase est inacceptable est qu'elle ne fournit pas d'informations. Alors, l'exemple célèbre que je demande toujours le linguisme en fait leur exemple. Bon. L'exemple célèbre de Chomsky, c'est, je vous le dis d'abord en français, les idées vertes et sans couleur dorment furieusement. Colorless green ideas sleep furiously. Bon. Donc, la phrase est grammaticale. Les idées vertes et incolores dorment furieusement. La phrase est grammaticale. Elle est complètement absurde. Donc, elle est inacceptable. Elle est inacceptable pourquoi? Parce qu'évidemment, idée, c'est un nom abstrait, qui donc n'a pas de couleur, elle dit qu'elle est verte. Les idées ne dorment pas, et même si les idées pouvaient dormir, on se demande si elles dormiraient furieusement. Le deuxième cas où une phrase peut être grammaticale et inacceptable, c'est lorsqu'elle est trop longue ou trop complexe. Alors, il y a un exemple donné par un autre linguiste que je vous traduis. L'homme que la fille que le garçon sait aimer est ici. The man the girl the boy knows likes is here. Donc cette phrase, vous voyez qu'elle est inacceptable compte tenu de sa complexité. Alors comment, hors de ces cas quand même classiques et faciles, comment est-ce qu'on est, donc comment est-ce qu'on juge de ce qui est acceptable et pas acceptable? Donc l'une des méthodes consiste à demander toujours à ce fameux locuteur natif, pardon, de juger les phrases via ce qu'on appelle depuis Chomsky des jugements d'acceptabilité, acceptability judgment. Donc la tâche du linguiste est alors d'élaborer un modèle de la performance linguistique, ce qui suppose qu'on cerne avec suffisamment de précision cette notion d'acceptabilité. Qu'est-ce qui fait qu'une phrase syntaxiquement bien formée est jugée acceptable ou non par un locuteur? Est-ce que c'est sa longueur? Est-ce que c'est le nombre trop élevé d'enchâssements, etc. Bon, il y a un exemple évidemment trivial quand on parle de la longueur et du niveau d'enchâssement. Il vient immédiatement à l'esprit. Ça peut être des phrases de Proust, ça peut être des phrases de Joyce, etc., etc. Bon, vous avez effectivement un certain nombre de lecteurs qui prononcent. Donc, déterminer ces jugements d'acceptabilité, c'est une part apparemment substantielle du travail de presque tous les domaines de la linguistique, phonologie, morphologie, syntaxe sémantique, et de presque tous les types de théories linguistiques. Alors, ces jugements sont des perceptions d'acceptabilité qui sont rapportées de manière consciente et des perceptions qui surviennent, encore une fois, lorsque des locuteurs tentent de comprendre un énoncé, oral ou écrit, qu'il s'agisse il peut s'agir d'une syllabe, il peut s'agir d'un mot, d'une phrase, et lorsqu'ils sont invités à répondre à la question dans quelle mesure cet énoncé est-il naturel, acceptable, grammatical. Alors, il y a bon, il y a eu tout de suite toutes sortes de méthodes pour juger de ce qui était acceptable ou pas. Il y a de nombreuses variations quant aux instructions qui sont données ou dans les échelles de réponse, etc. Mais toutes les tâches de jugement d'acceptabilité partagent toutes les hypothèses suivantes. Il y en a 4. L'acceptabilité, c'est une propriété des énoncés. Premier point. Deuxièmement, le statut grammatical de l'énoncé, c'est-à-dire utterance, influe fortement, mais pas nécessairement de manière unique, influe fortement l'acceptabilité de l'énoncé. Troisièmement, qui nous intéresse moins, les locuteurs natifs peuvent percevoir consciemment
l'acceptabilité des énoncés. Et quatrièmement, les locuteurs natifs peuvent consciemment rapporter, faire état de leur perception de l'acceptabilité. Alors, je termine sur ce point-là qui est le plus technique, que c'est le linguistique. Donc, cette distinction entre compétences et performance que propose Chomsky au milieu des années 60, en suivant Saussure, fait depuis l'objet de critiques très très nombreuses et croissantes, aussi bien en psycho-linguistique qu'en sociolinguistique, évidemment. Donc, l'un des premiers en sociolinguistique, c'est évidemment William Labov. Hein, c'est les textes qui sont réunis en 1972, Sociolinguistic Patterns, University of Pennsylvania Press. Et parmi les psycholinguistes qui critiquent ça très tôt aussi, Labov, le livre est de 72, c'est quelqu'un qui s'appelle Bever, B-E-V-E-R, 1970, The Cognitive Basis for Linguistic Structures. Et donc ça, c'est dans un ouvrage collectif qui s'appelle Cognition and the Development of Language. L'éditeur au sens américain du terme étant un certain J.R. Heiss. Alors, qu'est-ce qu'on critique? On critique le fait que les intuitions... Qu'est-ce qu'on critique dans cette opposition, cette distinction compétence-performance? On critique le fait que les intuitions linguistiques des locuteurs ne constituent au fond qu'une partie limitée de leur capacité linguistique. Et que les stratégies cognitives, en fait, jouent aussi un rôle important dans les performances verbales. Et puis, par ailleurs, ce qui est critiqué, c'est que comment dire, c'est des vérifications de laboratoire, quoi. C'est-à-dire, ou alors des vérifications extrêmement empiriques. Est-ce que voilà, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est pas acceptable? Bon, c'est-à-dire qu'au fond, on a une base sociale empirique des plus restreintes, et puis surtout, qui est quand même fou, quoi, parce que cette fin, on postule qu'il y a une communauté linguistique homogène, alors qu'on est aux États-Unis. Bon. D'où quand même les remarques de Labov, évidemment, sont évidentes. Et donc tout ça se révèle être une simplification assez grossière. Et puis par ailleurs, il y a le fait que la conception de la règle grammaticale est sans doute trop idéalisée. Bon. Il n'empêche que la notion d'acceptabilité, on ne s'en défait pas comme ça. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au fond, en passant de Chomsky et en allant jusqu'aux questions de traduction, en passant par l'anthropologie, on voit très bien comment on passe d'un noyau qui voudrait être un noyau dur, hein, linguistique, voilà, de ces années-là, contre le behaviorisme, enfin, à quelque chose qui existe et qui se dissout, enfin, qui se dissout mais qui existe. Enfin, bon, alors, quand je disais tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de la question de... Je disais que Chomsky différenciait entre acceptabilité et norme de style. Alors, vous trouverez un article tout à fait d'époque, mais tout à fait intéressant, qui s'appelle Vers une théorie du style et de la métaphore, Towards a Theory of Style and Metaphor. C'est dans le numéro 7 de Poetics, ça date de 73, où donc on vous explique que l'acceptabilité, je traduis, est un facteur fondamental dans l'interprétation. Alors c'est du charabia parce qu'il mélange tout un peu, mais bon, l'acceptabilité est un facteur fondamental dans l'interprétation de la compétence dynamique. C'est compliqué de savoir ce que c'est qu'une compétence dynamique. Responsable des stratégies de classification stylistique. Donc au fond, l'article vous explique que d'abord le style, c'est une fonction de variable pragmatique. Bon, le terme de pragmatique
n'est pas le plus fréquent chez Chomsky. Que les principales composantes pragmatiques sont celui qui parle et celui auquel on s'adresse. Et alors, ce qui est intéressant, c'est il y a plusieurs critères, plusieurs facteurs, et ce qui est intéressant, c'est le dernier. L'acceptabilité est un facteur fondamental dans l'interprétation de la compétence dynamique, je maintiens ça, qui, au-delà de la compétence grammaticale de base, est responsable des stratégies de classification stylistique. Autrement dit, au-delà, par-delà une certaine compétence de base, donc plus ou moins invariante, nous maîtrisons un certain nombre de stratégies qui, en fonction de variables pragmatiques, permettent d'identifier des styles différents. Donc c'est cette idée, au fond, qu'on peut refondre la stylistique à partir de ces notions d'acceptabilité. C'est-à-dire, c'est l'idée que, enfin, vous voyez, c'est comme l'enfant, quoi. C'est comme les enfants. C'est-à-dire, vous avez une grammaire, et puis tout ce que vous pouvez. Pourquoi est-ce que les enfants ne parlent pas à partir de la même grammaire, font des phrases différentes, en fait? C'est à peu près ça. Donc, alors je conclue, permettent d'identifier des styles différents. De telles stratégies ne doivent pas être expliquées sur la base de prédispositions formelles et substantielles supposées par la grammaire transformationnelle générative. Ils ne doivent être expliqués que comme des processus de structuration constamment révisés. Alors là aussi, bon, le vague et le charabia d'époque, conformément au niveau d'expérience humaine, en constante évolution et en expansion. Voilà, c'est quand même l'acceptabilité de Chomsky. Voilà jusqu'où elle peut être appliquée. Alors, donc j'ai dit que c'était une revue de la littérature scientifique, donc c'est presque du coupé-collé, cet exposé. Je passe au fond le deuxième lieu où il y a un essai de théoriser l'acceptabilité. Donc, on sort de la linguistique, on passe à l'anthropologie. Donc, et tout ça, c'est intéressant, c'est toujours dans le domaine anglais, anglo-saxon. Donc, c'est Mary Douglas et sa théorie culturelle, qu'on appelle aussi théorie culturelle du risque. Alors, Mary Douglas, donc elle ne définit, je vais dire qui elle est, pour ceux qui ne situent pas, elle ne définit pas l'acceptabilité, comme peut le faire Chomsky. Elle insiste plutôt sur la perception. Acceptabilité et perception. Mais elle met la notion d'acceptabilité en relation avec la notion de risque. Donc, c'est une anthropologue et son intérêt pour le risque donc, dans les sociétés industrielles découle des travaux des années 60 qui, je pense, sont beaucoup plus connus en France, ont été beaucoup plus connus en France sur la pollution, les dangers dans les sociétés tribal. Bon. Et donc, le livre a été Purity and Danger, c'est 1966, qui a été traduit en France par De La Souillure. Ça a été traduit chez Maspero. Vous voyez, le passage de l'anglais au français est étonnant. Donc, elle compare un nombre impressionnant de systèmes et de pratiques que les sociétés non occidentales, je dirais, ont inventé pour distinguer, au fond, ce qui est sale, impur, méprisable, sur ce qui doit être combattu ou ce qui est interdit, de ce qui est propre, pur, vital, et qui doit être défendu et respecté. Et donc ce partage-là, il explique que tout ça est essentiel à la répartition entre ordre et désordre social dans ces formes de classification elle est très structuraliste. Un autre livre qui est influent d'elle, qui a été traduit, c'est, je ne sais pas que j'imagine que le titre en anglais est plus proche de la version française, s'appelle Comment les institutions pensent. Autre livre quand même qui a été assez bien reçu, enfin, important. Mais ce qui est intéressant, c'est que les travaux qui nous intéressent n'ont pas été traduits. Donc, il y a je pense à deux volumes, Risk and Culture, qui date de 1982, et puis l'autre,
Risk acceptability according to the social sciences. Donc, l'acceptabilité du risque selon les sciences sociales, celui-ci est de 1985. Bon, donc à la fin des années 70, elle est amenée à s'intéresser aux risques, je dirais, chez les modernes, chez nous, et en particulier aux risques technologiques et environnementaux. Je ne sais pas à quel moment a lieu la catastrophe nucléaire de Three Mile Island, mais ça doit être à la fin des années 60, je pense. C'est ça? 70. Voilà, c'est ça. Et donc, elle écrit Risk and Culture en 1982, tout de suite après, avec un politiste. Et donc, au fond, elle est durkheimienne, là. Elle considère que l'attitude des acteurs face au danger dépend essentiellement de leur position sociale. Bon. Euh, Elle classe les comportements face au risque et à ce qu'elle appelle son acceptabilité, sa perception, son acceptabilité selon trois types au fond, de culture de groupe. Euh, la première, c'est ce qu'elle appelle la culture hiérarchique et bureaucratique des services d'État. Second groupe, c'est ce qu'elle appelle la culture individualiste et compétitive des industriels, des ingénieurs, du marché, des entrepreneurs. Alors, j'aime beaucoup la troisième, c'est la culture égalitaire et communautaire de certains mouvements environnementaux ou antinucléaires que Douglas qualifie de culture sectaire, et notamment par comparaison au mode de vie des Amish. Et donc, je pense qu'elle aurait fait plaisir à notre président. C'était absolument, voilà, je ne sais pas s'il est allé lire ça ou si son conseiller, là. Donc, le terme de secte est généralement, effectivement, appliqué à des groupes religieux comme les Amish, mais Douglas fait valoir que ces groupes environnementaux, donc je sais pas, des années 80, je sais pas comment ils étaient aux États-Unis, partagent de nombreuses similitudes structurelles avec les Amish. Alors, je pense que si ça n'a pas été traduit, une des raisons pour laquelle ça n'a pas été traduit peut-être en France, c'est parce que c'était difficilement recevable, ce type de proposition, et parce que effectivement, je dirais que les théories d'Ulrich Beck sur le risque ont prévalu, quoi. Et alors, le quatrième groupe, va isoler ensuite un quatrième type qui va être ajouté ultérieurement. Il s'agit de ce qu'elle appelle la culture fataliste, c'est-à-dire la culture des dominés et des victimes qui ne sont pas regroupés en organisation et qui se retrouvent seuls ou isolés, qui disent, bon, ben là, c'est comme ça, le ciel nous est tombé sur la tête, etc., etc. Donc, ces différences de comportement face au risque sont interprétées, évidemment, à la lumière ça c'est assez classique, à la lumière du mode d'organisation et de fonctionnement du groupe. Et sa théorie cherche à interpréter ou à rendre compte du pourquoi et du comment les individus formulent des jugements sur le danger, les risques, etc. Alors, ce qui est intéressant pour nous dans ce panorama très général, c'est que ces jugements sur le risque font partie d'un débat social en cours. Et dans ce cas-là, sur, par exemple, le droit de savoir. Le droit de savoir. Euh, ou la justice aussi pour ceux qui sont susceptibles d'être touchés, d'être atteints par un dommage, un tort ou une insécurité. Et pour comprendre pourquoi certains risques sont à la fois, enfin, viennent au devant de l'agenda public, pour publiciser, politiser, tandis que d'autres, au fond, restent latents, hein. Elle développe donc un cadre expliquant comment ces risques sont à la fois construits, sélectionnés, et à quel point ils sont indispensables de questions qui sont liées à la justice. Elle s'appuie sur Rawls, la théorie de la fairness chez Rawls. Bon. Et voilà.
Ce qu'elle explique aussi, c'est que elle fait intervenir la notion d'élasticité, ce qui est intéressant aussi pour nous, d'élasticité temporelle par rapport à ces questions d'acceptabilité des changements temporels, hein. Et donc, le livre lui-même, celui qui parle d'acceptabilité du risque, Risk Acceptability, soulève diverses questions. Euh, la sur- ou la sous-estimation des risques dans le public en fonction du niveau de connaissance, l'allocation et la perception sociale des risques, leur distribution en fonction de la distribution du statut, du pouvoir, le seuil d'acceptabilité du risque, etc. Alors, je vais retenir 5 formules qui nous intéressent de ce livre. Euh, la première, c'est euh, les termes clés dans le débat sur la technologie sont le risque et l'acceptabilité. Deuxième formule, en se concentrant sur l'acceptabilité, on se concentre sur l'incertitude. Troisième formule, le risque est incommensurable et son inacceptabilité est donc sans limite ou illimitée. De ce fait, ça c'est assez intéressant, le risque est la cible idéale de la critique. Et enfin, j'ai laissé le dernier pour la fin, je crois, les perceptions du risque et ses degrés d'acceptabilité sont des constructions spéciales à la manière des jugements esthétiques. Voilà. Alors, cette théorie, donc, je dirais qu'elle nous conduit de proche en proche à la notion d'acceptabilité sociale ou de social acceptability. Alors, je vous recommande un petit film éducatif, je suis tombé par hasard dessus, petit film éducatif qui s'appelle Social Acceptability. Vous pouvez le regarder, c'est 19 minutes. Ça date de 1957, c'est un petit film éducatif qui est produit par McGraw-Hill. Et donc, il explique comment les adolescents américains, donc le terme, l'expression existe en 57, un peu dans ce contexte, donc on explique comment les adolescents peuvent ou non se faire accepter socialement. Et on voit que l'acceptabilité sociale, là, revient totalement à l'intériorisation des normes. Et le film est vraiment formidable, quoi. Donc, acceptabilité sociale, c'est évidemment le résultat. Alors là, on est très proche des récits. C'est le résultat d'un jugement collectif ou d'une opinion collective sur un projet, un plan, une politique. Évidemment, ce jugement peut être positif ou négatif, et il n'est jamais figé dans le temps. C'est ça que je trouve, une sorte de plasticité, c'est ce que je trouve très intéressant. Bon, et il peut être constitué évidemment à chaque niveau territorial géographique, c'est-à-dire local, régional ou national, etc. Et cette acceptabilité sociale, elle peut concerner évidemment, surtout aujourd'hui, tout type de projet, euh, quelle que soit sa taille. Bon, les parcs éoliens, là, en ce moment, ou l'exploration d'hydrocarbures, etc. Et donc, on a une acceptabilité sociale qui est au corps des préoccupations de l'exécutif ou des entreprises. Alors, là aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que en lisant, là, tout simplement, Google comme état de la langue, parfois, social acceptability disparaît devant social sustainability aujourd'hui. Euh, voilà. Mais il y a une remarque que je ferai qui me semble importante, c'est que l'acceptabilité sociale, elle peut être décrite et elle ne peut pas être quantifiée. Euh, on revient à nos questions de
mesure d'acceptabilité des récits, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a des polémiques et il y a des controverses, mais hors des controverses, qu'est-ce que ça veut, enfin, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le dernier point concerne la traduction. Donc là, je vais être un peu plus court, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acceptabilité, c'est l'un des critères, à côté, si vous voulez, de la cohérence ou de la précision, accuracy, etc., euh, pour évaluer la qualité d'une traduction. Et donc là, vraiment, c'est dommage, évidemment, que Tiffaine Samoyo ne soit pas venu. Donc, les traductions sont considérées comme acceptables dans la mesure où elles respectent les normes de la culture cible. Ça veut dire que l'acceptabilité d'une traduction littéraire, ça peut être aussi une traduction professionnelle, dépend de ce qu'on juge être pertinent du point de vue du degré de ressemblance interprétative entre texte original et texte traduit. Donc une traduction est acceptable si le degré de ressemblance interprétative, non interprétative est tel que la traduction qui en résulte répond à l'attente, la pertinence qu'attend le public. Alors, au cours des dernières années, euh, qu'on appelait auparavant le Great Divide, là, le grand fossé entre littérature majeure et littérature mineure, a été en partie comblé euh, sous l'impact de la mondialisation, ou des théories postcoloniales, tout ce que vous voulez, ou des aspirations à créer une nouvelle littérature mondiale, hein, et à réécrire un canon occidental plus global, donc qui inclurait les auteurs et les autrices des œuvres représentatives d'espaces culturels et linguistiques plus diversifiés. Alors ça, c'est tout à fait positif, évidemment, mais c'est un changement de paradigme qui entraîne un certain nombre de difficultés dans la traduction de ces produits littéraires. Euh, parce qu'il y a deux cas, il y a le fait qu'on traduit de la langue dans une autre, mais il y a le cas auquel jusqu'à présent, moi j'ai trouvé qu'on s'intéressait moins, qui est tout l'ensemble de la traduction indirecte. C'est-à-dire que les tentatives de traduction directe à partir, si vous voulez, bon, il y a des grandes langues, il y a des petites langues. Et donc les tentatives de traduction directe à partir de la langue originale se heurtent souvent à l'absence de traducteurs spécialisés dans les langues de ces petites littératures. Et puis il y a des raisons économiques, c'est qu'il faut les payer quand même beaucoup plus cher que s'ils travaillaient avec DeepPro ou s'ils travaillaient à partir de l'anglais. Donc c'est pour cette raison que de nombreuses œuvres littéraires finissent par être retraduites ou indirectement traduites à partir de l'anglais, et non pas des vraies langues. Et donc, il y a eu un exemple récent, mais on peut en trouver, enfin, on peut en trouver d'autres. Il y a eu un exemple récent dans le monde roumain, l'édition roumain, où un éditeur, qui s'appelle Velant Press, a retiré des marchés des traductions indirectes qui venaient de l'anglais, de Blaise Pascal et de Nietzsche. Donc, voilà, et donc sous la pression, évidemment, des voix autorisées. Donc là, la question qui se pose, c'est la question de l'acceptabilité de la traduction indirecte. Et donc le débat porte également sur, évidemment, à partir de là, sur l'éthique de la traduction. Et donc la question qui est soulevée est celle de savoir si le traducteur doit livrer un texte cible sans avoir un accès direct au texte source. Alors, ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui. Je pense qu'on ne se posait pas il y a enfin, pour ne pas parler des belles infidèles, qu'on ne se posait pas il y a un siècle. Un siècle, on était, oui, en 1924. Donc, par exemple, Gide traduit Tchekhov, alors qu'il ne connaît pas le russe. Donc, il traduit Tchekhov avec l'homme qui va inventer la bibliothèque de la Pléiade, qui lui est russe. Mais voilà, enfin,
Alors, bon, peut-être que je voudrais terminer par deux cas d'école, donc, qui concernent la littérature moderniste. Je ne sais pas si on peut pas, je suis pas certain qu'on puisse parler d'acceptabilité des récits, quoique je suis pas, parfois on peut penser que l'acceptabilité des récits, c'est le nouveau nom d'une censure dans un régime qui n'est plus étatique, mais au début de l'année, on avait dit que c'était pas ça. Non, mais non, non, mais c'est assez. Et donc, je ne sais pas si ce sont deux cas d'acceptabilité des récits. Donc, je prends Ulysses. Donc là, j'espère que vous avez les 7 ou 8 pages qui sont au début de l'édition, qui sont encore au début de l'édition, tout début de l'édition de Random House de 1961. Vous les avez, ça c'est passé, ça. Vous les avez? Vous les avez ou pas? Alors, il faut que, je ne sais pas ce que John a mal fait son travail. Est-ce que vous les avez, personne ne va? Non, ça serait bien que vous les essayiez parce que John, personne n'a est-ce que tu peux ah non, tu n'as pas d'ordinateur parce que ah ça non plus? Ah ok. Et alors, vous les avez pas? Bon, ok. Tu l'as ou pas? Non. Bon, alors je vous passe ça. Je suis désolé, vraiment, je pensais que vous les aviez. Et c'est vraiment gênant. Donc, je parlais dans le vide là tout à l'heure quand je disais qu'il y avait du blanc dans les. Bon, alors, donc, ce qui circule, c'est dans l'édition de Random House, donc américaine, de Ulysses, c'est l'édition de 1961, qui est a pour préambule une dizaine de pages, euh, avec l'argument, enfin le texte central, c'est le texte de la décision de la Cour de justice de New York de 1933 qui autorise euh, Ulysse aux États-Unis. Vous allez voir, c'est assez long. Oui, mais ça, je sais. Mais et donc, c'est précédé d'une page de l'un des avocats. Comme on est en 1933, il dit, la lettre dit, ça y est, le temps du New Deal est arrivé pour la question de la liberté d'expression. En plus, bon, c'est le moment où la prohibition vient d'être abolie, donc il fait. Et à la fin, c'est suivi d'une lettre de Joyce adressée à l'éditeur et le remerciant de. Donc, je vous enverrai ça. Si vous m'envoyez un mot à Roussin, à HESS, je vous adresse parce qu'il faut quand même ouais, oui, oui, oui. Voilà. Donc, euh, alors, effectivement, bon, au fond, c'est l'histoire du livre et de l'édition au début du XXe siècle. Et donc, vous avez enfin, la France, là, jusque dans les années 60, joue le rôle au fond, de zone franche pour des ouvrages qui ne peuvent pas être publiés en langue, des ouvrages de langue anglaise qui ne peuvent pas être publiés dans les pays de langue anglaise. Je crois qu'un des derniers, c'est Le Festin nu de William Burroughs, qui date de 1959, donc il est publié ici. Et Ulysse, effectivement, est publié en 1922 dans une toute petite maison d'édition qui a été créée entre autres pour ça à Paris, en Shakespeare and Company, qui pour publier des textes comme celui-ci. Donc dans la lettre de remerciement de Joyce, Joyce explique que
non pas Ulysse, mais les gens de Dublin ont été refusés successivement par 22 éditeurs. Voilà. Donc, Ulysse, en fait, il est publié, mais il est interdit de diffusion. Hein. C'est-à-dire que c'est comme c'est comme la France joue le rôle des Pays-Bas au XVIIe siècle, quoi. Hein. Donc, Ulysse est interdit de diffusion jusqu'en 1933, après sa parution en 22. Donc, il est interdit pour, entre guillemets, obscénité pendant plus d'une dizaine d'années au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Irlande, au Canada et en Australie. Tous ces pays de langue anglaise. Donc l'interdiction est levée en 1934 aux États-Unis et en Irlande. 2 ans après au Royaume-Uni, par exemple, quand Orwell lit euh, dans les années 30, quand Orwell lit Ulysse, il y a un magnifique article d'Orwell sur Ulysse, il le lit, je pense, à partir de l'édition Shakespeare and Company ou alors à partir de Random House. Donc l'interdiction est levée en 49 au Canada. Alors, comment ça fonctionne? Le livre aux États-Unis tombe sous le coup d'une loi qui s'appelle Comstock. C'est une loi fédérale qui date de 1873. Et cette loi réprime, je cite, le commerce et la circulation de la littérature obscène. Fin de citation. Donc, si vous voulez, sur la base de cette interdiction, plusieurs centaines d'exemplaires du roman ont été saisis et brûlés. Et donc le livre est finalement légalisé en 1933 au terme d'un procès qui est organisé à New York et au cours duquel l'éditeur, donc Random House, conteste cette interdiction et ce motif. Alors ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est pas du tout au nom de la liberté d'expression qu'Ulysse va cesser d'être interdit. C'est pas du tout à cause de ça. C'est-à-dire que le premier amendement de la Constitution, qui est aujourd'hui considéré comme fondamental pour la démocratie américaine, n'a pas fait alors l'objet de l'expansion qu'il a connue par la suite. Et donc, en particulier, la jurisprudence ne fait pas droit aux interprétations de la liberté d'expression qui devait faire de cette loi, qui devait la faire entrer, si vous voulez, dans une nouvelle ère de son histoire, et puis qui faisait ça allait devenir la doctrine officielle de la Cour suprême. Alors, le premier amendement, il est alors interprété comme simplement garantissant la liberté de parole et les échanges en matière politique. Oui, tu connais ça par cœur. Euh, et donc, la justification de la liberté d'expression étant qu'elle constitue, à ce moment-là, pour une société démocratique, le meilleur moyen d'assurer sa stabilité. Et donc, les juges se refusent totalement d'étendre cette liberté à une parole et à une expression qui ne sont pas politiques. Donc, ce qui veut dire que la défense d'Ulysse ne peut pas invoquer euh, le premier amendement. Alors, je cite le premier, c'est un, et je vais retrouver, je crois que c'est Ulysse, a Dangerous Book, etc. Donc, l'auteur dit, le premier amendement ne pouvait pas protéger Ulysses, pas plus qu'il ne pouvait protéger un livre que le gouvernement américain avait fait brûler. Invoquer le premier amendement pour défendre un roman comme Ulysses, même s'il n'avait pas été obscène, aurait été absurde. Okay. Donc, il y a au fond l'argumentation qui va emporter la cause est à double détente. C'est-à-dire que la légalisation est obtenue à partir de l'invocation de la valeur littéraire du livre. Et je cite le juge de sa réputation dans le monde littéraire. Donc vous avez un juge qui s'appelle Woosley, qui est aussi malin que le juge dont j'oublie le nom actuellement, qui a fait que Sade a pu être publié
après le procès en 47, le juge Mousselet, donc, qui est chargé de l'affaire, estime qu'Ulysse, il dit ce n'est ni simple à lire ni à comprendre. En fait, c'est un juge qui va décider du cas en faisant une interprétation quasiment de type herméneutique, mais de type littéraire. Je trouve ça tout à fait intéressant. Et il dit mais que pour juger de son obscénité, entre guillemets, il est nécessaire de pouvoir le lire et l'évaluer dans sa totalité. C'est-à-dire ce qui est substitué, parce que l'obscénité, ce sont des mots. Et donc là, ce que dit le juge, c'est qu'au fond, on peut pas juger des mots. Il faut juger du texte. Je crois que c'est pas, je sais plus quel est le terme qui est employé, c'est integrity, integrality, enfin, ou totalité. Et donc, le problème, c'est que, donc, il est nécessaire de pouvoir le lire et l'évaluer dans sa totalité. Et évidemment, une œuvre accusée d'obscénité était rarement considérée comme un tout. Hein, si vous regardez par exemple ce qui circule au même moment là, de Céline, bon, ce qu'on enlève, c'est des mots. Ce sont des mots. Il faut caviarder. Et donc le jugement euh, les jugements pour obscénité en général se fondent sur une analyse locale, fragmentaire. Le juge parle d'interprétation morcelée du texte. Donc, au fond, ce que dit le juge Mousselet, c'est que je ne peux pas statuer sur des passages isolés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas censurer un ouvrage littéraire sur la seule base de quelques passages douteux. Et donc, les parties qui sont qualifiées d'obscènes ne peuvent pas suffire à faire interdire le livre. Donc, on passe de jugement sur des mots inacceptables, on regarde la morale publique, un jugement donc sur la totalité d'abord une totalité, et ensuite sur le fait que, enfin, il y a une sorte de jeu de bonneteau, hein, substitution, on parle d'œuvres littéraires. Donc il continue, dans les procès pour obscénité, les tribunaux ne prenaient aucunement en compte la valeur de l'œuvre et ignoraient habituellement la part de mérite littéraire qui y entrait. Donc ça veut dire que lorsqu'il demande que Ulysse soit considéré comme un ensemble, une totalité, le juge transforme, pour ainsi dire, le statut ontologique du texte au regard de la loi. Et donc lui-même s'érige en critique, c'est-à-dire littéraire, juridique autant que littéraire, liant le sort, la protection ou l'interdiction de l'œuvre à son mérite. Donc on passe ainsi d'une chasse, je dirais, localisée aux obscénités à une pesée esthétique de la valeur littéraire du texte et de sa part d'obscénité. Alors quelque chose aussi qui est tout à fait intéressant, quand je dis que c'est pas pour la liberté, c'est pas par la liberté d'expression que c'est passé, le juge dit aussi que Ulysse relève d'une expérimentation. Premier point. Et deuxième point, d'un genre romanesque littéraire entièrement nouveau. Alors, expérimentation, ça veut dire que, au fond, il donne au livre le même statut qu'une découverte scientifique. C'est-à-dire qu'on peut avancer un certain nombre d'innovations. Bon, et après, au fond, c'est un arrangement avec la moralité de l'époque. Donc, le juge dit que l'auteur d'Ulysse a choisi des personnages de la, c'est à la limite socialement raciste, mais bon, ça passe. Son auteur a choisi des personnages de la lower middle class. Il les a décrits lors d'une journée de 1904 à Dublin. Et donc, il raconte ce qu'ils font, aussi ce qu'ils pensent ce jour-là au cours de leur déambulation. Et donc, c'est précisément parce qu'il n'est pas obscène, mais il a choisi de dire euh, honnêtement, le juge dit honnêtement et sincèrement ce que ces personnages de la lower middle class pensent, que son livre a été attaqué et son but mal compris. Bon, et en fait, il dit, ben non, Ulysse n'a pas été écrit dans une intention pornographique, dans le but d'exploiter l'obscénité. C'est ce qu'on va reprocher à ces livres. Exploiter l'obscénité, ça veut dire, dans le contexte de l'époque, exciter les pulsions sexuelles ou éveiller des pensées lubriques.
Alors, là aussi, chose tout à fait intéressante, y compris par la manière dont c'est posé aujourd'hui, la question de l'acceptabilité des récits, le fait que certains nombres de groupes se sentent offensés ou heurtés. Là, le juge est absolument formidable. Il fait ce commentaire inhabituel pour l'époque, que ceux qui n'apprécient pas le livre, ce contenu prétendument obscène, peuvent simplement détourner leur regard et ne pas lire le roman. Ça veut dire donc qu'il comporte évidemment des passages obscènes et des mots grossiers, mais il est aussi un classique moderne et un chef-d'œuvre littéraire. Donc, je cite, il constitue une citation tentative sincère et honnête d'imaginer une nouvelle méthode d'observation et de description de l'humanité. Fin de citation. Donc la qualité artistique de l'ouvrage l'emporte sur l'obscénité de certains de ces passages. Euh, alors cette reconnaissance de ce qui est quand même étonnant, quoi, c'est un juge qui se prononce sur la valeur littéraire d'un texte. La reconnaissance de la valeur littéraire de l'œuvre, cette expression peut en fait s'entendre de deux manières. C'est-à-dire, au fond, c'est l'indication d'une exception littéraire. Quand je dis exception littéraire, c'est la formule d'un jugement qu'on a en 1934, ou bien l'inclusion des expressions littéraires dans la catégorie de celles qui, comme les expressions politiques, hein, et scientifiques, l'expérimentation, participe d'une parole d'intérêt général. C'est bon, expérimentation, bon, est-ce que je peux expérimenter la nuit à partir des cadavres, etc., etc. Et donc, si euh, cette exception littéraire, on l'inclut dans les catégories des expressions qui, comme les expressions politiques ou scientifiques, participent d'une parole d'intérêt général, à ce moment-là, c'est ce que conclut le juge, le livre doit faire l'objet d'une protection. Donc la forme, le sujet et le contenu artistique du livre exigent, je cite, des libertés littéraires qui étaient aussi politiques que n'importe quelle parole protégée par le premier amendement. Et donc, il y a une limitation assez spectaculaire de la notion d'obscénité lors de ce procès. Euh, c'est l'auteur du livre Ulysse Dangerous Book, Kevin Birmingham, qui dit cette limitation spectaculaire, je cite, confirmait le pouvoir qu'avaient tous les mots de participer à la vérité. C'est un renversement par rapport aux questions des mots obscènes. Donc la décision, fin de citation, la décision de 1933 a été euh, confirmée un an plus tard, en appel. Et donc cette nouvelle décision, pardon, ajoutait que la littérature devait pouvoir bénéficier de l'immunité accordée aux livres de médecine, de sciences et d'éducation sexuelle. Et donc elle accordait la décision, enfin le noté de la décision de 34, elle accordait ainsi une importance égale à l'expérimentation littéraire et à la découverte ou à l'explication scientifique. Donc voilà le statut, si vous voulez, de l'œuvre qui fait qu'on sort voilà. Alors, je vais terminer par euh, euh, deux mots, par dans un crédit. Donc, si vous avez pu voir les pages qui circulent, vous les avez vues, non? Oui. Donc, vous voyez, c'est des pages, je vais les reprendre. C'est pas facile pour moi. Ouais. Et puis, j'ai d'autres mots avec ça aussi. Alors, il y a plusieurs choses à dire.
Bon, donc Céline rend sa copie et vous voyez, il y a des blancs. Donc le livre passe. C'est une intervention de l'éditeur. Une intervention de l'éditeur en 1936, donc de Noël, qui a peur que le livre soit censuré. Donc au fond, euh, voilà, donc ça signale vraiment, vous pouvez tout imaginer, tout réécrire, etc. Bon, voilà, ce sont des moments obscènes, comme on dirait aux États-Unis, etc. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est en 1936, donc au fond, c'est deux types de réactions à l'acceptabilité de la littérature ou à l'inacceptabilité de la littérature. Au fond, c'est pas le contraire, mais vous voyez, par rapport à la stratégie qui est choisie par Random House, on va au procès. Là, c'est pas ça. Il n'y a pas de procès et on enlève les mots susceptibles de avant. Donc, inévitablement, évidemment, la critique dit, mais c'est un procédé de retape épouvantable, enfin, etc., et accuse de- d'attirer d'attirer le chaland. Enfin. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, donc ça, c'est en 1936, et ça continue. Ça, c'est la première édition du livre de poche. Gallimard est encore lié à Hachette, c'est avant que, dans les années 70, il se sépare d'Hachette pour créer Folio. Bon. Et donc, ça, c'est la couverture de 1958, qui est encore la couverture de 1970. Ça, c'est l'édition de 1970. Et ce qui est formidable, c'est le livre de poche, et dessous, vous avez marqué texte intégral. Et donc, le texte intégral, il est avec ça. Il est avec ces blancs. Voilà. Bon. Donc, je crois que ce n'est que dans la Pléiade, je crois qu'il sort en 1981, peut-être que, au fond, mais sans le dire, parce que Gallimard ne dit jamais rien, que vous avez le texte où il n'y avait plus de blanc, qu'on supprime les blancs. Euh, alors, pour terminer, sans conclure, sur ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable, donc, et quand tout à l'heure on disait on ne peut pas le mesurer, mais c'est une question de temporelle. Euh, donc, ce livre est très attaqué en 1936. La critique l'attaque beaucoup. Il est très très mal reçu. Bon. Pour des raisons qui ne sont pas liées à ces quelques pas. Il n'y a pas beaucoup de pages qu'elle vient. Mais en revanche, donc elle dit, bah, comment on dit, ils se jettent dans l'ordure, enfin, etc. C'est épouvantable. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, les mêmes qui vont dire ça, 2 ans après, euh, n'auront aucun mal à, alors c'est pas un récit, auront aucun mal à accepter un pamphlet comme Bagatelle pour un massacre. C'est-à-dire vont dire, mais ça, alors c'est aussi ordurier, c'est beaucoup plus, non seulement c'est antisémite, mais c'est ordurier. C'est pas de l'antisémitisme euh, idéologique bien écrit, enfin c'est de l'antisémitisme ordurier. Et donc, c'est là où enfin, il y a un certain nombre de gens, de critiques qui n'écrivent pas, qui n'écrivent rien, mais tous ceux qui écrivent, y compris à la NRF, trouvent que c'est un chef-d'œuvre. Donc les mêmes qui ont dit que ça, c'était inacceptable, accepteront très bien le pamphlet. Alors bon, c'est un peu démagogique, là, ma conclusion, mais voilà. Ça n'en est pas exactement une. Non, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire, euh, apparemment, il y a des formes de récits qui ne sont pas acceptables, il y a des formes d'idéologie qui ne le sont. Voilà. Bon, j'ai terminé. C'est pas un point de vue d'ensemble, donc il n'y a pas de conclusion. Il y a des éléments là qui sont à droite et à gauche dans l'exposé. Mais enfin, si vous voulez comprendre quand même ce que c'est que l'acceptabilité, voilà.